Septembre 1774. Le capitaine James Cook navigue 8. Ce gigantesque jardin aquatique aux multiples visages a attiré l'attention de la communauté internationale. La grande majorité des sites sous-marins calédoniens est désormais classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du haut de ses 56 mètres, le majestueux phare Amédée semble lui aussi veiller sur le lagon. Sa structure métallique unique en France évite depuis plus de 150 ans le naufrage des navires en approche du port de Nouméa. Conscients du joyau qu'ils ont entre les mains, les scientifiques se mobilisent pour comprendre et trouver des solutions aux différentes menaces qui pèsent sur la faune et la flore marine du Pacifique. Nous avons rejoint Fanny Houlbrec, chercheur en biologie marine à l'Institut de recherche pour le développement de Nouméa. Une fois par mois, elle se rend sur les sites sur lesquels elle mène une étude prometteuse sur la résistance des coraux calédoniens au réchauffement de l'eau. Les coraux de Nouvelle-Calédonie se portent relativement bien par rapport à tous les récifs dans le monde. Dans le monde entier, les événements de blanchissement se répètent sur les récifs. On a eu un gros événement de blanchissement en 2016, à la suite duquel on a perdu 10% des coraux frangeants. Mais on peut dire qu'on a la chance d'avoir des coraux ici relativement préservés. Des coraux qui se portent donc mieux que dans le reste du monde, et même mieux que dans les eaux australiennes et polynésiennes, ces grandes voisines, où les épisodes de blanchissement deviennent plus fréquents et plus intenses. Plusieurs hypothèses sont à l'étude, dont une qui serait un formidable espoir pour l'avenir des récifs. On essaye de comprendre pourquoi les récifs de Nouvelle-Calédonie sont plus résistants en fait à ce changement climatique. Est-ce que c'est dans la composition de l'eau? Est-ce que c'est peut-être ce qu'ils consomment? On essaye plus particulièrement d'étudier ce phénomène et de comprendre leur résistance. Ce qu'on sait en fait, c'est que les coraux font à la fois de la photosynthèse grâce aux algues symbiotiques qu'ils ont dans leur tissu, mais ils sont également des prédateurs voraces de plancton. Ils prennent une partie de leur énergie en se nourrissant de plancton, de matière organique dans l'eau. Et ces coraux, lorsqu'ils sont blanchis, ils ingèrent beaucoup plus de plancton riche en azote. Alors l'idée de cette expérience, c'est de regarder si la nutrition des coraux va affecter leur capacité de résistance au changement climatique, au réchauffement en fait de l'eau. Les coraux prélevés dans le lagon doivent être emmenés rapidement au laboratoire de Nouméa pour être nourris. Nous retrouvons Fanny et Valentine, sa collaboratrice. Donc là, on a donc prélevé nos coraux sur le récif et là, on les a préparés pour les mettre dans les différents bacs. Et là, on va les nourrir avec des cultures de diazotrophes planctoniques. Je vais leur donner un mix de 6 souches de diazotrophes planctoniques qui sont présentes naturellement dans le lagon calédonien. Et on va essayer de déterminer si, avec cette mixture de souches qu'on leur donne toutes les semaines, ils vont être plus résistants et plus résilients face à un stress température. Une nourriture vitaminée pourrait donc aider les coraux à se régénérer. L'expérience n'en est qu'à ses débuts, mais pourrait être révolutionnaire pour l'avenir des récifs. Après, c'est une grosse étape parce que ces algues, il faudrait peut-être les produire en grande quantité et ensuite les répandre sur le récif. Tous les espoirs de voir ce sanctuaire de vie prospérer sont permis. Mais d'autres menaces planent encore, comme certaines activités humaines. La pêche, l'exploitation des ressources minières, qui, poussées à outrance, fragiliserait ces somptueux récifs.
270 000 habitants peuplent la Nouvelle-Calédonie. La grande majorité habite Nouméa, la capitale, et ses environs. Le reste de la population est répartie en brousse, dans les provinces nord et sud et dans les îles. Ainsi, Kanak, Caldoches, Polynésiens et plus de 10 autres communautés conjuguent leur culture dans une dimension humaine rare. La culture mélanésienne kanak est basée sur un code ancestral de relations sociales qui éclaire le rapport au monde, aux ancêtres, au destin de la société kanak et à celui plus personnel de ses membres. Lorsqu'on arrive en territoire kanak, il faut toujours faire la coutume. Une façon de dire bonjour aux personnes qui vous accueillent. Si vous le permettez, j'aimerais vous remercier de nous accueillir ici. Un geste symbolique et une marque de respect où l'on offre des présents à la personne qui nous accueille. Merci beaucoup. On est content aussi de vous avoir parmi nous dans cette île. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec une grande humanité et beaucoup de générosité, les membres de différentes tribus et de clans nous ont ouvert leurs portes, parfois leur cœur. Robert est le chef du clan Atiti, la lignée des grands, comme il le dit avec beaucoup de fierté. Avec lui, The Explorer a pu pénétrer cet univers fondé sur la transmission orale, les rapports humains, le partage, toujours en relation avec la nature, où chaque individu appartient à un clan. Le clan, ça signifie une grande famille, un nom. Et le clan aussi a une histoire, a des lieux tabous, a un totem, a une couleur. Chaque clan a son histoire, rattachée à une terre, à sa terre. Aujourd'hui, nous avons un foncier et sur ce foncier, nous cultivons, nous faisons nos cérémonies, nous faisons nos activités de tous les jours. Ces terres sont le socle de la vie et de la transmission en tribu. C'est là que l'on cultive l'igname, ce tubercule qui, avec le manioc et le taro, constitue la base de l'alimentation traditionnelle. Je tente de mettre des branches pour que le tubercule, l'igname avec sa liane, puisse courir sur cette branche et ne pas toucher la terre. Parce qu'en touchant la terre, il va se brûler. C'est ce travail qu'on doit faire pendant une durée de 2-3 mois. Et après, on le laisse grossir. En pays kanak, l'igname a une dimension toute particulière. Il est sacré. Arrivé il y a plus de 3000 ans dans les pirogues des navigateurs océaniens, il est bien plus que la base de l'alimentation. Son cycle de vie du défrichage des champs à la récolte sert encore de référence et de calendrier. Pour planter l'igname, il faut suivre la nature. En habitant au bord de mer, on attend le souffle de la baleine qui arrive en courant juin, qui dit ah ça y est, les baleines arrivent, il faut penser à défricher le champ d'igname. Et au mois de septembre où la baleine part, c'est là qu'on plante l'igname. Dans le monde kanak, rien ne va jamais seul. Tout est lié. En cela, les animaux et les végétaux sont des totems, des symboles vivants d'un lien indéfectible entre les morts et les vivants. L'animal totem qui porte les couleurs du clan Atiti est une tourterelle, la tourterelle du Pacifique. Cet oiseau est notre totem parce que l'endroit où on est, sur nos terres, ils sont là, ils sont autour de nous. C'est un peu nos vieux qui sont à travers eux. Quand on les voit, il y a un contact qui se fait automatiquement. Demain, si je pars, je vais être incarné par ces oiseaux-là. Au-delà de l'animal totem, un autre élément est essentiel à la culture kanak, la case, le symbole absolu.
tout est un reflet de cette société très organisée et solidaire. Parfois lieu d'habitation, elle est l'espace sacré où se prennent les grandes décisions. Sa forme ronde a été pensée pour favoriser la discussion et les éléments qui la composent ont tous une signification. Le poteau central et la flèche fêtière symbolisent le frère aîné. Les poteaux de tour de case, les clans, les chambranles, les esprits protecteurs. La culture kanak, c'est ça. Hein. On est debout sur un socle qui est le socle de valeur, qui est le respect et l'humilité avant tout. Une humilité que les Kanaks témoignent aussi aux éléments naturels, même les plus redoutés. Ce serpent-là, pour moi, c'est quelqu'un de sage, il faut le respecter. Il est là, il vit dans la nature, on le voit passer, ben voilà. Pour The Explorer, la présence du tricot rayé est une occasion d'enrichir un peu plus notre inventaire naturel de l'archipel. Le tricot rayé a mauvaise réputation, puisqu'on dit que son venin serait plus puissant que celui du cobra. Les scientifiques l'étudient depuis de nombreuses années. Les voyageurs le craignent. Amphibie, le serpent marin plonge dans la mer pour se nourrir de murènes et de congres et revient sur Terre pour digérer et se reposer. Il fait partie du patrimoine naturel de la Nouvelle-Calédonie à protéger absolument. Notre équipe poursuit son exploration d'un territoire aux 1000 visages. Nous entrons maintenant dans la forêt humide de la province sud. Une forêt dense à la flore exceptionnelle. Cette forêt quasiment primaire occupe 20% du territoire et représente un véritable poumon naturel de l'archipel. Bernard Suprin est une encyclopédie vivante des curiosités végétales de la Nouvelle-Calédonie. Il en connaît le caractère précieux qu'il faut choyer et transmettre aux générations futures. La forêt humide, c'est la vraie forêt, c'est ce qu'on appelle la forêt pluviale, rainforest en anglais. Alors elle se trouve à des altitudes moyennes, c'est-à-dire au-dessus de 300-400 mètres, jusqu'au plus haut sommet. Et c'est la forêt la plus précieuse qui concentre le plus d'espèces endémiques. Il y a 90% d'espèces endémiques dans cette forêt. Là, nous arrivons devant une curiosité intéressante qui s'appelle le coconérion. C'est son nom scientifique. Et c'est une curiosité en ce sens que sa sève est rouge comme du sang. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi de bois de sang. C'est un arbre qui est assez rare dans le sud, moins dans le nord-ouest de la Grande Terre. Et on peut l'admirer dans la région de Yaté. Et là donc, je vais faire une entaille à ce niveau-là. Et vous allez voir, c'est la sève assez étonnante qui va s'écouler aussitôt. C'est un rouge sang, bois de sang qui appartient à la famille des Euphorbiacées. C'est une espèce endémique qui a un latex rouge sang. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec l'hémoglobine.
il y a juste la couleur qui est commune, mais c'est quand même très impressionnant. Selon les explications que j'ai pu en tirer, ça serait de la coumarine, c'est un colorant rouge qu'on trouve notamment dans les betteraves rouges. Et c'est toujours impressionnant de découvrir cette sève rouge vif. D'ailleurs, quand elle sèche, elle devient marron comme le sang. C'est exactement pareil. La forêt humide recèle encore d'innombrables secrets. Au XIXe siècle, lorsque la forêt était exploitée, les botanistes se fondaient dans les traces des forestiers et dès qu'un arbre était abattu, ils tentaient de découvrir d'éventuelles floraisons, des fructifications qui leur étaient encore inconnues. Ainsi, des espèces nouvelles pouvaient être découvertes. Aujourd'hui, la forêt humide est protégée. Les arbres ne sont plus abattus. L'inventaire des espèces rares est plus difficile et les découvertes d'autant plus précieuses. Alors nous voilà devant l'arbre à nickel. C'est un arbre rare et qui nécessite quand même pas mal d'efforts pour aller le voir. Alors il appartient à la famille des sapotacées. Son nom scientifique est Pycnandra acuminata. Alors pourquoi l'arbre à nickel? Parce qu'il possède la particularité étonnante d'accumuler en grande quantité du nickel dans sa sève. Et là, je viens de couper un bourgeon terminal qui laisse exuder une petite goutte de sève bleu turquoise. Alors la couleur étonnante, elle est due à l'exceptionnelle richesse en nickel. Donc c'est vraiment une curiosité unique au monde, parce que des plantes hyper accumulatrices de métaux, il y en a beaucoup, mais jamais en telle quantité. Donc ça, c'est vraiment un fleuron de la botanique calédonienne. Pour que ce patrimoine résiste aux aléas du temps, en 1980, la Nouvelle-Calédonie crée un parc naturel, le parc provincial de la Rivière Bleue. 22 000 hectares de nature intense, de forêts denses, de maquis miniers, un paradis de préservation de la faune et de la flore. Le parc se situe sur les berges du lac de Yaté. Il est alimenté par différentes rivières qui prennent leur source dans les contreforts de la chaîne centrale de l'île. Avec toutes les précautions nécessaires au respect des lieux, nous avons installé notre camp de base sur les terres rouges de ce paysage chargé d'histoire. En 1958, lors de la mise en eau du barrage hydroélectrique, une forêt entière a été engloutie. Il n'en reste aujourd'hui que les vestiges, figés dans cet écrin où le temps semble s'être arrêté. Au cœur de la forêt, des arbres géants témoignent encore du passé. Comme ce grand kaori, qui en est un monument vivant. L'espèce est endémique à la Nouvelle-Calédonie. 40 mètres de haut et 2,67 m de diamètre. L'arbre a échappé à l'exploitation forestière car il était trop gros pour être sorti de la forêt. Depuis 1 millier d'années, il veille sur ce joyau de biodiversité.
Joseph Manaoté est un acteur actif de la sauvegarde du patrimoine naturel exceptionnel de ce parc. Les missions que l'on doit remplir quand on est parc provincial, c'est de justement préserver les espèces, les espaces et de créer du paysage. Et donc ce qui nous entoure, c'est un paysage typique, original du Grand Sud. C'est le cas dans les zones du maquis minier, une formation végétale caractéristique qui recèle des trésors de plantes. Ce maquis résulte de la disparition de la forêt à cause d'un fléau survenu il y a très longtemps. La forêt a disparu avec des feux probablement qui datent du millier d'années. Pour certains, parfois un peu plus récents, mais c'est une récurrence du passage du feu. Et donc, d'une formation très haute, très diversifiée, on arrive à une formation beaucoup plus basse, beaucoup plus éparse. On voit le sol. La richesse du maquis minier est aujourd'hui fragilisée par d'autres actions de l'homme. La pollution ou l'exploitation des mines de nickel. Alors, dans le parc, on redouble de vigilance et d'initiative pour préserver ce patrimoine d'exception. On n'est pas là pour jouer les apprentis sorciers ou faire mieux que la nature, ce n'est pas notre ambition. Par contre, c'est de stabiliser les sols en réapportant des espèces, notamment pionnières, dans des zones qui sont dénudées, par exemple, où on constate de l'érosion, pour favoriser la régénération. Les animaux aussi sont au centre de l'attention des spécialistes du parc. Certaines espèces ont même été réintroduites avec succès. Il n'est désormais plus rare de croiser le chemin d'un oiseau. Un oiseau qui a bien failli disparaître. La présence du volatile est d'autant plus précieuse qu'il est l'un des derniers oiseaux de la planète qui ne vole pas. Il y a des millions d'années, faute de prédateurs, le cagou a décidé que ses ailes ne lui serviraient plus que d'ornement. Mais au fil du temps, les menaces ont réapparu. Les chiens, les chats et même les cochons. Alors, pour sauver son oiseau emblématique, la Nouvelle-Calédonie s'est mobilisée. Depuis plus de 30 ans, ornithologues et spécialistes consacrent leurs travaux à l'avenir de l'espèce. Avec Joël de la Fenêtre, nous sommes allés à la rencontre du grand oiseau à l'iris rouge, qui a pour habitude de sonner le réveil de la forêt. Il se lève au lever du jour. Et c'est pour ça qu'on l'entend chanter le matin de très bonne heure. C'est l'un des premiers oiseaux qui chante dans la forêt. Donc souvent, le mâle commence le chant, la femelle lui répond. Ensuite, le couple souvent se retrouve. Et après, ils passent leur journée en forêt à chercher à manger. Depuis 1984, où il n'était plus que 70 individus dans ce sanctuaire, le cagou est protégé et ses prédateurs tenus à l'écart. Le cagou est une espèce en danger d'extinction. Donc il est interdit à la chasse, à la capture, à la détention. Donc on n'a pas le droit de toucher au cagou. L'oiseau semble désormais bien protégé, mais son devenir reste fragile quand on sait qu'il chasse les vers et les lézards au sol et en plein jour, et que la femelle pond un unique œuf par an. Joël et une équipe d'ornithologues suivent de près la progression de l'espèce et recensent régulièrement les oiseaux présents dans le parc selon une méthode toute simple, basée sur l'écoute. Le cagou mâle, lorsqu'il chante, on le reconnaît parce qu'en fait, il a 12 syllabes dans son chant et la femelle, elle n'en a que 9. Donc du coup, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Comme ils sont territoriaux, on arrive à déterminer les familles sur les différents territoires dans la forêt.
Ce programme de préservation de l'oiseau emblématique est un réel succès, puisque le nombre d'individus ne cesse d'augmenter et que depuis peu on commence à entendre le chant du cagou dans d'autres forêts de Calédonie. The Explorer remonte la côte ouest de la Grande Terre, où la mer, la savane et la montagne se tutoient. Nous sommes à présent sur le territoire des Broussards, ces éleveurs de bétail descendants des colons ou des bagnards qui, depuis le 19e siècle, perpétuent un mode de vie, une tradition inspirée des cow-boys. Ils sont à la tête d'immenses propriétés dont les troupeaux sont élevés pour la viande, selon le modèle de leurs voisins australiens. James Paddon, un aventurier et négociant anglais, serait à l'origine du commerce de l'élevage bovin calédonien implanté dans les années 1850. Et pour garder les bêtes, il faisait appel aux stockmen. Ils sont les anges gardiens des troupeaux. Cindy est un de ces stockmen. Après 10 ans passés dans la police de Nouméa, elle a eu ce besoin de revenir sur les terres familiales pour exercer le métier de ses ancêtres. Mon grand-père, mon arrière-grand-père était éleveur. Les bottines, le jean, le chapeau, le cheval, ça a toujours fait partie de notre vie, de la vie de la famille en fait, et ça a toujours été une évidence. On est tombé dans la marmite stockman et élevage depuis tout petit, donc on est très attaché en fait à la terre. Les grands espaces, le troupeau de bétail, les chevaux, et puis le soleil, la chaleur, la poussière, enfin, tout ce qui va avec, en fait, c'est tout cet ensemble-là qui fait ce mode de vie. Une vie au contact de la nature, souvent perpétuée de génération en génération. Régulièrement, Cindy se rend dans la propriété sur laquelle Patrick veille. Depuis plus de 40 ans, il vit son métier avec la même ferveur. La relation avec les chevaux, à l'époque, c'était extrêmement fort. On vivait avec le cheval. Moi, quand je sentais l'odeur du cheval, aussitôt, ça me prenait. C'est pas la peine, je ne pouvais pas me séparer de mon cheval. Pour moi, mon cheval, c'était tout. Ça a beaucoup évolué. Après, maintenant, nous, nos côtés, on essaye de rentrer un peu le bétail. On pourrait le faire en quad. Mais j'ai dit non, on va toujours essayer de monter à cheval. Et ça a été depuis avant. Garder cette tradition. Là, il y a combien de têtes dans le troupeau, là, Patrick? À peu près 200 têtes avec les veaux. Ok. Là, il y a plein de petits veaux, là. Oui. Il faut toujours surveiller le troupeau, aller voir. Ouais. Allez, go. On y va. Les petits veaux qui naissent, surtout en ce moment avec la sécheresse, là, on a une période difficile. Les vaches, des fois, ils n'arrivent pas à mettre bas. Et dans ce métier-là, on n'a pas d'heures, c'est des longues journées de 8, 10, 12 heures, même s'il le faut. Je répare une barrière, là, le bétail va casser un fil. Au fur et à mesure, sinon après, il y a trop à faire. Comme on a quand même 22 km de barrière sur la propriété, au fur et à mesure, dès que c'est cassé, il faut réparer. Aujourd'hui, 2500 exploitations agricoles prospèrent sur cette terre de prédilection. Et un peu plus de 650 éleveurs bovins œuvrent à la qualité de la viande en privilégiant un élevage extensif.
Ici, on est à petite échelle par rapport aux élevages australiens. Là. Ça, je pense que c'est un rêve pour tout stockman en fait, d'aller faire un jour une rentrée de bétail en Australie sur des propriétés énormes. Quoi. Avant que je meure, il va falloir que je le fasse. Ouais. J'ai promis de le faire, il va falloir que je le fasse. C'est vrai. Hein. Je vais aller en Australie, ouais. Qu'ils soient descendants des colons ou des bagnards, ces hommes et ces femmes ont forgé une identité propre à la côte ouest de la grande terre calédonienne, dont ils ont su conserver la beauté sauvage. Pour The Explorer, ces rencontres, ces témoignages, ces découvertes contribuent toujours à l'écriture de nouvelles pages de notre inventaire des richesses humaines et naturelles des territoires que nous explorons. Depuis plus de 50 ans, un envahisseur sème la terreur sur le territoire néo-calédonien. Il chasse, il pique, il foudroie tout ce qui se présente sur son passage, n'hésitant jamais à s'attaquer à bien plus gros que lui. Mais qui est donc ce redoutable tueur? Julien Le Breton a consacré de nombreuses années à l'étude de cette espèce invasive qui nuit à l'équilibre de l'environnement calédonien et aussi à l'homme. La fourmi électrique, elle est minuscule, elle fait 1,5 mm, on la voit presque pas. Alors elles vivent surtout dans les zones dégradées par l'homme, les milieux perturbés. Elle aura du mal à aller s'implanter dans les grosses forêts parce que c'est pas son milieu. Elle est plutôt dans les zones ouvertes. Cette minuscule fourmi n'est pas originaire de ce territoire du Pacifique. En 1970, elle a été introduite involontairement par les hommes. Aujourd'hui bien installée sur différents territoires, la Wasmannia auropunctata, son nom scientifique, reste un sérieux sujet d'étude. Il y a un nid qui est installé là. Alors on a compté jusqu'à 90 reines au mètre carré. Il n'y a qu'une seule colonie en fait, une énorme colonie qui est fragmentée. Et le petit fragment qui est sous ce caillou là, il va être connecté à celles qui sont dans l'arbre, celles qui sont un peu plus loin. C'est ce qu'on appelle l'unicolonialité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule reine par colonie, on peut avoir 100 reines dans une colonie. Ces 100 reines là vont faire énormément d'œufs, vont fonder d'autres colonies à côté à pied, qui vont garder des liens avec cette colonie mère, et ainsi de suite, le réseau va se mettre en place. Et donc elles vont grignoter petit à petit un territoire qu'elles ne vont pas lâcher pendant 10-20 ans. Là on voit bien les colonnes de fourmis qui partent vers le haut, qui partent vers le bas des deux côtés. Et chaque colonne en fait elle va aller reconnecter à un autre nid, à tout ce réseau là. C'est comme un réseau de neurones en fait. Et si jamais les conditions dans cet endroit-là, c'est trop sec, elles vont déplacer tout le monde un peu plus haut, un peu plus bas. Elles s'adaptent. C'est pour ça qu'elles sont bien présentes dans les zones où il y a l'homme. Comme l'homme perturbe, il faut des espèces qui s'adaptent aux perturbations. Et celle-là, elle est parfaite pour ça. Elle est considérée comme une des pires menaces. Dans les zones où elle vient s'installer, il n'y a quasiment plus une autre espèce de fourmi. Les populations d'insectes descendent aussi fortement, les populations de reptiles et dans certains cas même les oiseaux. Cette fourmi-là, elle a une piqûre qui est très douloureuse. C'est un venin qu'elle vient nous injecter sous la peau et ça nous fait comme une goutte d'acide. Elle va vous piquer, elle va partir, c'est que 5-10 minutes après seulement qu'on va sentir la piqûre. Quand on regarde les insectes, eux c'est quasiment immédiat la mort. Même si cette fourmi est un sérieux imposteur,
Julien Le Breton lui reconnaît quelques vertus écologiques. Dans certaines zones, grâce à elle, les milieux se sont refermés. Parce qu'il y avait tellement de fourmis qui piquaient que les gens ont laissé l'endroit et du coup la forêt s'est réinstallée. La fourmi électrique n'est pas le seul envahisseur du territoire. D'autres espèces causent des dégâts considérables. Parmi elles, le cerf rusa, introduit en 1870 et originaire de l'île indonésienne de Java. En 30 ans, sa population a explosé. Il serait aujourd'hui un peu plus de 250 000 individus, presque plus que le nombre d'habitants de l'île. Le cerf est devenu le fléau des pâturages, des champs cultivés et de ses forêts millénaires. Il s'en prend méticuleusement aux jeunes pousses, parfois tout juste sorties du sol, aux écorces, aux feuilles et aux branches des arbres. L'étude de sa régulation est en cours et permettrait une meilleure gestion des individus. 70 autres espèces envahissantes, animales et végétales, sont actuellement répertoriées en Nouvelle-Calédonie et menaceraient la biodiversité de ces milieux naturels au taux d'endémisme exceptionnel. The Explorer se dirige à présent vers l'un des écosystèmes les plus productifs de la planète. Il se situe majoritairement sur la côte ouest. Ici, un jour, la nature a dessiné ce trésor végétal, le cœur de veau. 4 hectares de clairière naturelle, désormais symbole d'un écosystème fragile qu'il faut protéger. La mangrove est une forêt de bord de mer, une zone tampon, constituée en majorité de palétuviers. Elle protège le littoral et le lagon. Son rôle écologique ne s'arrête pas là. Elle filtre l'eau de ses impuretés, réduit l'impact des tempêtes et des cyclones grâce aux racines aériennes des palétuviers, qui forment des boucliers naturels. Cet écosystème fragile est aujourd'hui menacé. Luther Umatu est un de ces Calédoniens qui croient en l'homme bienfaiteur de la nature. Il refuse d'assister passivement à la dégradation de son patrimoine naturel. Depuis quelques mois, il a rejoint l'association Popoidene, une association vouée à la sauvegarde de la mangrove. Il faudrait que les gens ils prennent conscience de la beauté de notre pays. Il faut qu'ils replantent eux-mêmes. Il ne faut pas attendre que les autres institutions viennent nous dire qu'il faut planter ici parce que ça détruit. On est là sur place et on voit ça détruit, on répare. On essaie d'aider la nature à aller plus vite. Avec Géoudi et d'autres habitants, Luther sait que le temps est compté. Il faut tenter de faire bloc avec des actions simples et concrètes. Voilà, on est venu juste là aujourd'hui pour regarder les petits palétuviers là qu'on a plantés il y a environ 1 an et demi. Ben, ça pousse bien, il y en a d'autres qui sont partis, ben voilà. Ils ont l'air de tenir. Il suffit seulement de prendre les plantules, là, les graines de palétuvier, et on plante directement dans le sable ou sinon dans la vase. Il faut que ce soit bien fixé dans le sol. Hein. Il faut enfoncer au moins 10 cm dans la terre, dans le sable. Précieuses mangroves. Elles sont aussi de formidables nurseries pour des espèces qui viennent s'y réfugier, s'y protéger et s'y nourrir. Comme ce crabe de palétuvier, dont l'avenir dépend étroitement des actions de l'homme. Nous quittons la Grande Terre et mettons le cap à l'est.
125 km à parcourir au-dessus d'un océan cristallin pour rejoindre la province des îles Loyauté et ses 4 îles principales. Lifou est la plus grande. Sa superficie est semblable à celle de la Martinique. Nous venons ici explorer un trésor naturel géologique. Il y a des milliers d'années, un volcan effondré a donné naissance à cet atoll corallien surélevé. De ce passé tourmenté sont nées des grottes calcaires spectaculaires. La grotte que nous avons choisi d'explorer se trouve au cœur de l'île, dans les entrailles de la forêt. Il y a plus de 4000 ans, une secousse sismique plus forte que les autres a provoqué un affaissement de la Terre, laissant place à cette grotte, la grotte Kanono, celle qui vient d'en haut, en langage coutumier. Sinon, entre tes jambes, ce sera plus facile, ce sera plus équilibré. Pour The Explorer, l'exploration géologique s'annonce audacieuse. Il faut d'abord descendre avec une grande partie de notre matériel dans un gouffre profond de 25 mètres. L'arrivée se fait dans les eaux claires d'une rivière souterraine qu'il va falloir parcourir à la nage pour atteindre une première galerie. Et le spectacle ne se fait pas attendre. La vision est saisissante. Des orgues minérales s'élèvent à une quinzaine de mètres. Des centaines de stalactites et de stalagmites de calcaire scintillent dans un décor tout en nuances d'ocre et de blanc. Un peu plus loin, la vision est tout aussi intense. C'est la grotte des excentriques. Ces formations fantomatiques dont les formes semblent défier les lois de la pesanteur. Ces concrétions sont en effet capables de pousser à l'horizontale, alors que les stalactites et les stalagmites poussent à la verticale. Fascinant sujet de curiosité pour tous les spéléologues, car à ce jour, personne n'a pu établir les règles qui gouvernent la croissance de ces excentriques. Cet environnement étonnant et qui semble figé évolue en permanence. Partout, dans le sol et le sous-sol de Lifou, des microfractures se sont et continuent de se développer, laissant passer l'eau. Des gouttelettes, plus ou moins grosses, s'écoulent de façon anarchique et jouent la partition d'une nature toujours plus mystérieuse. Pour cette ultime étape de notre exploration, nous avons rejoint le sud de la Grande Terre. Les lagons et les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie sont reconnus comme les hotspots de la biodiversité planétaire.
Vivants et variés, ces fonds marins offrent des curiosités uniques au monde. L'aiguille de Prony est une aiguille sous-marine calcaire de 37 mètres. Une stalagmite géante dont la formation est le résultat d'une résurgence d'eau douce et chaude surgit au milieu de l'océan. Dans ce monde sous-marin, la vie foisonne de poissons, de coraux et, plus spectaculaire encore, de forêts de gorgones. Dans la mythologie grecque, elles étaient des créatures fantastiques et malfaisantes, dont le regard pouvait pétrifier ceux qui les défiaient. Ici, c'est tout le contraire. La seule vision de ces dentelles lumineuses est un présage de bonne santé du milieu sous-marin. Comme les coraux, les gorgones sont des animaux. Certaines atteignent des tailles impressionnantes, jusqu'à 2 mètres d'envergure. Pour se nourrir, elles se laissent aller au rythme du courant et filtrent les particules présentes dans les eaux claires de l'océan. Elles sont un trésor de la nature, une richesse inestimable des fonds marins calédoniens, peut-être les plus beaux du monde. La Nouvelle-Calédonie, une terre de contraste, de richesse et d'exception. Nous les ajoutons aux merveilles de notre grand inventaire de la Terre.